Sud Radio Midi, Jean-Marie Bordry. Sud Radio Midi, il est précisément 12h30 sur Sud Radio. Veillée d'armes dans le sud de la France, notamment dans le Gard, où on va se rendre dans quelques instants à cause d'une vigilance orange pour les orages. Alors vous allez me dire, normalement, c'est un phénomène plutôt habituel. Ça devrait l'être, sauf que le sol est particulièrement sec, extrêmement sec, et que les orages attendus sont particulièrement inquiétants, ce qui fait qu'ils risquent d'entraîner des inondations. Et comment se préparer à un tel phénomène? On en parle avec notre premier invité, Serge Zaka. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes agro-climatologue chez ITK, Intelligence Technologie Knowledge, une société qui est pionnière des services connectés pour l'agriculture. Vous êtes vous-même dans l'Hérault qui est un des 5 départements placés en vigilance orange pour risque d'orage, notamment avec le Gard, avec l'Aveyron, avec l'Hérault. Donc je le disais, avec le Tarn aussi. Quel est le phénomène qui fait que de fortes pluies, alors même qu'on les attendait, sont beaucoup plus dangereuses sur un sol aussi sec? Alors là, on va avoir un épisode méditerranéen qui va se mettre en place, c'est-à-dire qu'on va avoir une convergence des vents qui va se mettre en place, qui va favoriser la création des orages du côté du Languedoc, notamment l'Hérault et le Gard. Et le fait, on n'aura pas forcément des cumuls de pluie records. Donc, France n'a pas annoncé des cumuls de pluie records. Localement, plus de 100 mm, mais on a beaucoup plus dans notre région d'habitude en septembre. Oui. Le fait important là, c'est le sol qui est extrêmement sec, comme vous l'avez dit. Et un sol extrêmement sec, il a plutôt un rôle de toboggan, pas un rôle d'éponge. Parce qu'il y a une croûte qui se forme en surface lorsqu'il y a une sécheresse sur un sol. Et là, la croûte n'est pas encore détruite par les précédentes précipitations. Et donc, au final, ce sol va vraiment jouer le rôle de toboggan. L'eau va glisser dessus, on appelle ça... j'ai oublié le nombre. Elle va ruisseler en tout cas. Oui, c'est vrai, c'est le ruissellement. Je suis fatigué aujourd'hui. Et donc, elle va ruisseler et elle va aller s'agglutiner dans les points bas. Et autre point important, on a eu des feuilles et des épines qui sont tombées en quantité sans avoir d'eau qui les a lessivées, on va dire. Oui. Et donc, on a des bouches d'égout qui sont particulièrement encombrées. Et donc, avec ces écoulements, on pourra avoir des égouts qui ne vont pas recevoir toute l'eau. Et donc, des accumulations d'eau dans les points bas, notamment dans les villages, voire même dans les vignobles. Alors, on a attendu désespérément le retour de la pluie. On ne va pas se le cacher pendant plusieurs semaines. Là, on nous promet de la pluie, même pas en quantité exceptionnelle, et on se met à avoir peur. Est-ce qu'on en fait trop ou est-ce que c'est un réel risque? Est-ce que c'est une situation vraiment dangereuse? Alors, c'est un réel risque puisque les orages vont être peu mobiles, donc beaucoup d'eau vont tomber en très au même peu endroit. De temps. Voilà, au même endroit. Et donc, c'est là où on va avoir des inondations qui peuvent être locales. C'est pas des inondations généralisées comme on peut avoir dans les épisodes sévenols, mais ça peut être particulièrement dévastateur, des coulées de boue notamment qui pourront se voir. On verra demain matin certaines images, mais j'imagine qu'il y aura beaucoup d'images de dégâts, de ruissellement. Alors, il faut faire attention. Ces inondations et ces futures inondations et ces orages ne vont pas mettre un coup d'épée à la sécheresse en cours, puisque l'eau va seulement pénétrer dans les 0 à 20 premiers centimètres du sol, et le sol en dessous va rester très sec. C'est le ruissellement qui va être très important. Il y a peu d'eau efficace qui va rentrer dans le sol. Donc on n'est pas sorti de la sécheresse 2022, surtout au niveau national, parce qu'il y a vraiment d'autres régions qui sont concernées par des orages violents. Donc il faut garder en tête que si les précipitations ne tombent pas en continu ces prochaines semaines, on risque de retourner dans un état de sécheresse sur les 2 premiers mètres du sol. On sera clairement pas sorti de l'auberge. On va parler un petit peu météorologie avec vous. Vous allez nous expliquer comment se forment ces différents épisodes. Je le rappelle, 5 départements en vigilance orange pour les orages. Le Gard, donc l'Aveyron, l'Hérault, le Tarn et l'Aude, que j'ai oublié. Autant de départements qui sont habitués à ce genre de phénomène. C'est quoi le fonctionnement d'un épisode sévenol ? Alors là, c'est pas un épisode sévenol, il faut distinguer les épisodes sévenols et les épisodes méditerranéens. Donc pour les épisodes sévenols, on a la particularité dans notre région méditerranéenne d'avoir à la fois la mer, les reliefs et des vents locaux qui peuvent converger et favoriser la formation des orages. Donc quand les conditions météorologiques se mettent en place, c'est-à-dire l'arrivée en général d'air froid par la péninsule ibérique ou par le nord-ouest de la région, on a un vent de sud qui s'installe, des convergences de vents qui se mettent en place. Et lorsque les Cévennes interagissent avec ces vents, on parle d'épisodes sévenols. On peut avoir des cumuls de pluie très conséquents, jusqu'à 1000 mm de pluie en 24 heures pour les records. Et là, ça peut avoir des ruissellements très importants. Oui, avec une quantité de pluie très très forte. C'est ça. Les épisodes méditerranéens, c'est ce qu'on va avoir ce soir. Ce sont des orages qui ne concernent pas forcément les Cévennes, qu'il n'y a pas de cumul qui vont se faire sur les Cévennes, des cumuls conséquents. Là, ça concerne notamment la zone littorale, des orages qui vont prendre naissance par convergence des vents, des vents antagonistes qui se rencontrent et qui sont alimentés par une mer qui est particulièrement chaude cette année.
Une mer qui est très chaude. Et ça, c'est un épisode méditerranéen auquel on s'attend cet après-midi. Ça arrive à quelle fréquence à peu près? C'est quelque chose de très fréquent ou pas? Alors, vous avez posé une question sur la fréquence, mais je vous entends plus. Oui, on vous entend très bien. On vous a retrouvé, hein, Serge Zaka. Tout va très bien. Je rappelle que vous êtes agroclimatologue chez ITK, qui est une société pionnière de services connectés pour l'agriculture. Vous êtes en direct d'ailleurs sur Sud Radio depuis l'Hérault. Je le disais, les épisodes méditerranéens, c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre, qu'on a l'habitude d'annoncer d'ailleurs sur Sud Radio avec Rémi André, notre météorologue. Ça arrive à quelle fréquence à peu près? Je ne vous entends plus. Alors, on va essayer de retrouver la connexion avec vous. On accueille également notre deuxième invité, Monsieur Gauthier. Bonjour à vous. Et soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le maire de Val-d'Égoal. Est-ce que vous êtes avec nous sur Sud Radio, Monsieur Gauthier? Oui, tout à fait. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous avez de mauvais souvenirs malheureusement puisqu'il y a 2 ans, votre ville de Val-d'Égoal, on est dans le Gard, a été frappée par les inondations en 2020. J'imagine que depuis notamment cette période, eh bien vous vous préparez à chaque fois qu'on vous annonce une vigilance orange pour les orages. Ah oui, tout à fait. Depuis, on est encore plus vigilant qu'avant, d'autant plus qu'on était en vigilance jaune ce jour-là. Effectivement, donc c'était tombé par surprise en plus. Voilà. Comment on se prépare lorsque Météo France annonce des orages et qu'en plus on vous dit comme il fait très sec et que le sol est très sec, ça risque de ruisseler très fort? Eh bien, les agents sont passés sur la commune, nettoyer tout ce qui est passage d'eau, pluvial, etc. Et puis, bon, voilà ce qu'on peut préparer, nous, de notre côté. Mais bon, après, on ne peut pas faire guère plus. On attend de voir ce qui va tomber, la rapidité dans laquelle ça tombe. C'est ça qui est important, quoi. Là, vous avez fait dégager eh bien, les bouches d'évacuation d'eau. Hein, on le disait, d'ailleurs, il y a pas mal de feuilles un peu séchées qui les obstruaient. Les messages de prévention que vous adressez à votre population, ce sont lesquels? Alors, dès que la préfecture nous transmet des messages, nous on les transmet par les réseaux sociaux. Et puis on a mis en place alerte citoyenne. C'est des SMS qu'on envoie à toutes les personnes qui souhaitent être averties des événements. Vous êtes dans une très belle région, je le rappelle. Hein, vous êtes dans le Gard. Vous êtes le maire de Val-d'Égoal. Vous avez beaucoup de vos administrés qui sont sur place ou un certain nombre sont partis. Vous êtes plutôt plus nombreux en ce moment à la mi-août que d'habitude ou pas? Ah oui, à la mi-août, on a les visiteurs aussi. Vous avez tous les touristes. On a des touristes, donc voilà, il faut être extrêmement vigilant. Vous êtes obligé de rester sur place d'ailleurs pour organiser tout cela. 2 ans après les inondations qui vous ont malheureusement frappé, et en plus par surprise à l'époque en 2020, est-ce que la ville de Val-d'Égoal porte encore les stigmates de ces inondations? Écoutez, on a bien reconstruit. Il nous reste encore quelques murs de soutènement à reconstruire, quelques revêtements à terminer, mais on arrive pratiquement au bout. Donc, on espère que tout va bien se passer et que cet événement sera moins intense que le 19 septembre 2020. Ce sera ma dernière question pour vous, monsieur le maire. Quelles leçons vous avez retenues de ce qui vous est malheureusement arrivé en 2020, à peu près? Est-ce qu'il y a des choses que vous faites différemment de ce que vous faisiez à l'époque, par exemple? Bon, après, devant la violence des éléments, je veux dire, on peut pas anticiper ces choses-là, quoi. Donc, après, c'est de dire aux gens de rester chez eux, de pas sortir, et voilà, surtout que les gens soient prudents. Effectivement, soyez tous prudents. Bon courage à vous, monsieur Gauthier. Merci de nous avoir accordé un petit peu de votre temps sur Sud Radio. Je le rappelle, vous êtes le maire de Val-d'Égoal, ville touchée par les inondations il y a 2 ans. C'était en 2020. Vous êtes aussi dans le Gard, donc un des 5 départements placés en vigilance orange pour le risque d'orage par Météo France. On a retrouvé notre premier invité, Serge Zaka, agro-climatologue. Parlons maintenant de ce risque, parce que les événements violents comme ceux qu'on redoute, on espère que ça n'aura pas lieu, mais ceux qu'on redoute dans le sud de la France, on nous promet depuis assez longtemps, vous êtes vous-même agro-climatologue, on nous promet le fait qu'ils s'accroissent dans le temps, qu'ils viennent de plus en plus fréquents. Est-ce qu'il faut s'y habituer? Alors, l'épisode qu'il va y avoir en cours rentre quand même dans des épisodes qu'on a classiquement dans le sud de la France. Les épisodes cévenols, les épisodes méditerranéens sont classiques à partir du 15 août, surtout à partir du 1er septembre, c'est la saison des épisodes cévenols. Donc rien d'exceptionnel dans ce qu'on raconte là? Rien d'exceptionnel sur l'épisode qu'on a actuellement. Par contre, il faut regarder un petit peu aussi les résultats des climatologues à venir. Il faut savoir qu'on a déjà observé une hausse de 10 à 20% de l'intensité des précipitations de ces épisodes cévenols avec le changement climatique. Les membres du GIEC montrent que chaque degré gagné dans l'atmosphère, c'est à peu près 9% de plus d'eau
donc plus de précipitations possibles lors des épisodes sévenols. Par contre, il n'y a pas de tendance encore sur le nombre, à ma connaissance, sur ce nombre d'épisodes sévenols qui pourrait rester stable. Pour l'instant, c'est les prévisions des membres des climatologues français, mais c'est surtout l'intensité qui va augmenter et ça a déjà été démontré et observé dans le passé. Donc ça, ce sera plutôt l'intensité qui va augmenter, nous dites-vous, dans les années qui viennent. Si cette intensité augmente, alors même qu'on est habitué quand même à des épisodes assez violents, ce sera quand même beaucoup plus difficile d'y faire face, non ? Exactement, c'est un risque d'inondation qui peut être accru, notamment en plus avec l'urbanisation qu'on peut avoir dans notre région et qu'on connaît très bien, surtout tout l'arc méditerranéen, qui est une région très attrayante pour les nouveaux venus. Donc on a beaucoup d'urbanisation, en même temps beaucoup de touristes et en même temps un risque d'épisodes de crues majeures, de crues subites qui peut arriver avec des orages qui restent stationnaires et des intensités qui sont plus importantes. Donc là, c'est aux villes, c'est à la région, c'est au département d'essayer de mettre une pièce de puzzle ensemble pour essayer de réduire le risque, pas météorologique, mais le risque au niveau des infrastructures humaines. Alors parlons de votre société, je le rappelle, vous êtes agroclimatologue chez ITK, Intelligence et Technologie Knowledge, désolé pour mon accent. Vous travaillez notamment dans les services connectés pour l'agriculture. Vos clients, les agriculteurs, sont frappés de plein fouet par tous les épisodes météorologiques auxquels on est confronté cet été. D'un côté, la sécheresse, de l'autre peut-être les orages, on verra ce soir. Comment ils font face ? Alors, la difficulté des orages, c'est que c'est très difficile à faire face. Parce qu'on peut avoir des épisodes de grêle, sous ces orages-là, ce qui est prévu ce soir. On peut avoir des rafales de vent subites. Et sur ces deux épisodes-là, il n'y a malheureusement pas grand-chose à faire. Non, sachant qu'on le rappelle, on est dans une région aussi où il y a quelques vignobles qui ne sont pas encore vendangés d'ailleurs. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de la grêle. C'est ça, il ne faut pas qu'il y ait de la grêle. Et il ne faut surtout pas qu'il y ait d'inondations. On a déjà observé des inondations en 2000, il y a 2 ans, où on voyait les grappes qui étaient sous l'eau. Et là, ce sont des grappes qui ne pourront pas forcément être vendangées, puisque en fait, il y a des dépôts qui peuvent se faire au niveau des grappes. Et après, ces dépôts se retrouvent dans le vin, des dépôts de sable lorsque l'eau se retire. Donc, il ne faut pas qu'il y ait ce type d'inondation lorsqu'il y a des vignobles. Mais malheureusement, le début de l'eau est tel que ce n'est pas le viticulteur en lui-même face à cet événement-là. On ne peut rien faire par rapport aux épisodes sévenols. Il faut laisser la nature faire. Il y a des moments où on ne peut pas tout maîtriser. Quand l'agroclimatologue que vous êtes regarde ce qui s'est passé lors de cet été 2022, donc je le rappelle avec cette sécheresse absolument historique, plus tout ce qui peut arriver à côté, est-ce que vous dites que ça va devenir une forme de norme ou pas ? Alors, il faut savoir que l'année 2022 correspond à ce que projettent les climatologues plutôt pour une norme 2040-2050. Pour l'instant, 2022 est un pic vers le haut, une anomalie, on va dire, des records vers le haut. Ce n'est pas une moyenne. On ne va pas avoir ça tous les ans. L'an prochain ou l'an d'après, il y a de fortes probabilités que ce soit moins intense que 2022, je l'espère. D'ici 2040-2050, 2022 va devenir la norme. Donc, ça nous laisse à peu près 20 ans à 50 ans pour s'habituer, pour adapter notre infrastructure de la ville à ce type de climat. Et j'espère que les politiques vont prendre ces enjeux à cœur, vont regarder, vraiment avoir dans le viseur ces enjeux pour que 2022 devienne un exemple. Il y a eu beaucoup de dégâts, mais ça va devenir un exemple de savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour s'améliorer pour d'ici 2040-2050. Parlons, ce sera ma dernière question, de vos clients, les agriculteurs. Comment peuvent-ils s'adapter, par exemple, s'habituer au fait qu'ils auront des étés comme celui de 2022 de plus en plus fréquents à partir de 2040 ou 2050 ? Il faut qu'ils changent de culture, il faut qu'ils plantent différemment, qu'ils travaillent différemment. Qu'est-ce qu'ils pourront toujours faire, qu'est-ce qu'ils pourront plus faire ? Alors, tout ce que je vais dire après, c'est des pièces de puzzle. Il faut tout prendre ensemble pour faire face au changement. Il y a par exemple rechercher de nouvelles variétés qui soient plus résistantes à la chaleur ou à la sécheresse, de nouvelles variétés de maïs, de nouvelles variétés de blé. Mais il y a quand même quelques limites, puisqu'il faut 7 à 10 ans pour qu'une nouvelle variété soit mise sur le marché, qu'elle parte de la science pour arriver sur le marché. Donc le changement climatique est plus rapide que la recherche de nouvelles variétés. Évidemment. Il y a également la recherche de nouvelles espèces, plutôt africaines, du sud de l'Europe, comme le sorgho, comme le mil, comme le millet, comme la pistache par exemple. Mais là, il y a encore une problématique, c'est que les agriculteurs, ils auront beau en planter, mais il faut qu'il y ait une filière derrière. De la production, du stockage, de la transformation, de la consommation, de la revente. Il faut qu'il y ait une filière. On ne peut pas se mettre à faire du sorgho sans qu'il y ait une rentabilité et une filière derrière qui garantisse l'achat de ces produits et le stockage de ces produits. Et un débouché aussi, des Français qui soient prêts à en acheter. C'est exactement ça que je veux dire, oui, c'est le débouché. Ensuite, d'autres points, comme par exemple la protection du sol. On a beaucoup montré que l'agriculture de conservation des sols était une agriculture qui pouvait protéger le sol et garantir une réserve utile en eau plus importante. Et c'est intéressant dans le cas d'une sécheresse.
Cependant, ça ne peut pas être généralisé à tous les types de sols, à tous les types de microclimats. Il y a beaucoup encore de réflexions à apporter sur les territoires pour savoir comment faire face aux sécheresses dans les différents types de sols. Il y en a énormément en France. On ne peut pas adapter ce qu'on a observé en Provence, on ne peut pas l'adapter dans la Beauce ou dans le nord de la France. Effectivement. Et un dernier point, c'est sur lequel je travaille, c'est l'agriculture connectée. C'est une agriculture qui permet de connaître ses ressources et de mieux les protéger. Par exemple, on pourrait dire à l'agriculteur, il faut irriguer 20 mm d'eau à tel jour, ou il ne faut pas irriguer puisque demain, il va pleuvoir 25 mm de pluie. Donc, ça permet de protéger cette... On affine en quelque sorte l'approvisionnement, l'irrigation. On affine le besoin en certaines ressources selon l'endroit où on se trouve sur l'exploitation, quoi. C'est ça, on apporte une connaissance supplémentaire. L'agriculteur va être le maître, le responsable vraiment de son exploitation. On ne fait pas tout à sa place, mais c'est qu'on le guide un petit peu dans des épisodes climatiques qu'il n'a pas eu, qu'il n'a jamais vécu en fait, et qu'il ne sait pas forcément comment se comporter de la meilleure façon pour garantir une préservation des ressources. Donc c'est sur ça s'appelle de l'agriculture de précision. Et sur tous ces aspects que j'ai cités, il faut vraiment tout travailler ensemble pour qu'on puisse faire face au changement climatique. Comment se préparer justement à tout ce qui va changer. Merci beaucoup pour cet éclairage, Serge Zaka. Je rappelle que vous êtes agroclimatologue chez ITK, pionnier des services connectés pour l'agriculture. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. On parlait du climat, de la météo, effectivement. Ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est le prix de l'énergie aussi qui frappe par ailleurs les agriculteurs. Figurez-vous qu'il y a un effet d'aubaine en France et que certains Européens franchissent la frontière pour venir faire leur plein en France. Qui l'eût cru ? Ce sont les Suisses qui se massent dans les stations-service françaises de l'autre côté de notre frontière. Coup de gueule d'un sénateur français sur le sujet dans un instant. À tout de suite.